dire ainsi, l'effet UPC. Mais il va s'approfondir beaucoup plus sur, à travers sa présentation, il va nous dire plus. Ce que je pourrais ajouter de Jean-Charles, c'est que, en dehors d'être architecte, c'est un activiste. Vous comprenez pourquoi l'UPC intervient en tant que patrimoine pour lui, pas seulement, pas pour le Cameroun, mais pour l'Afrique. Et pour lui, constituer des patrimoines, pour constituer des patrimoines, il faut s'appuyer, bien évidemment, sur des principes. C'est beaucoup plus, il met l'accent sur des principes qui peuvent nous permettre de formuler les choses, et c'est ce qu'il applique en architecture. Donc, il va suivre des principes traditionnels qu'il applique à l'architecture moderne. Je ne vais pas dire plus, je vais laisser le soin à Jean-Charles de vous entretenir du princesse. Je voudrais juste ajouter une toute petite chose. Jean-Charles est également un défenseur acharné de la question de la transmission. Et donc dans son travail d'architecte, il participe à la transmission, mais il ne faut pas oublier qu'il a créé une école d'architecture à Dakar, qui a maintenant 15 ans d'existence, et qui a formé plusieurs générations d'architectes qui se posent des questions, qui apportent des réponses sur ce qu'est l'architecture et comment l'architecture façonne nos vies, nos pensées, nos manières d'être. Donc à vous, monsieur l'architecte transmetteur, la parole. Merci, princesse. Le collège universitaire d'architecture, c'est le nom de l'école. Bonsoir à tout le monde. Après les présentations, là, j'ai intérêt à bien parler, comme on dit à Abidjan, parce que si je parle mal, là, on va me chauffer. Alors, plusieurs choses qui sont importantes. C'est d'abord, qu'est-ce qu'un architecte vient faire dans l'art. Je ne suis pas un artiste du tout. Il y a quelques années, j'ai été coopté par la Biennale de Dakar pour faire partie du comité scientifique. Mais vous comprendrez que ça n'a rien à voir avec la production artistique telle qu'elle est supportée par Douala. Et donc, qu'est-ce qu'un architecte vient faire dedans? Et la première réponse, c'est peut-être d'expliquer ce qu'est le travail de l'architecte. Parce que, bon, je suis désolé, mais très souvent, je me rends compte que les gens ne savent pas à quoi on sert. On dit c'est un architecte, il a une belle voiture, il a un beau cabinet, il a des bureaux qui sont très bien, mais on ne sait pas vraiment à quoi il sert. J'ai cette anecdote d'un de mes amis qui en a fini l'école et puis on revient au Sénégal, le gars va au village et son père appelle tous les vieux du village en disant que mon fils a fini ses études, venez, il va vous expliquer ce qu'il a appris, comme on disait dans les villages, il a appris chez les Blancs. Et donc les gens s'assoient et le gars commence à expliquer que bon, en fait son métier c'est un peu de dessiner les maisons, de concevoir la maison, de dessiner tout ça. Et il voit son père qui se met les deux mains sur la tête et qui dit mon fils, il faut que tu retournes à l'école parce que dessiner, c'est pas un métier. Le gars lui dit non, en fait, c'est pas pour dessiner comme ça, c'est pour dessiner les maisons. Et le vieux lui dit ah, alhamdoulilah, donc tu es maçon. Ça, c'est très bien. Et donc, on est aujourd'hui dans un système où les gens ne savent pas très bien à quoi servent les architectes. Et j'ai mis ça un peu, cette image pour provoquer. C'est un projet, un gros projet très important, où le client nous a demandé de réfléchir sur l'organisation d'un espace de bureau. Et on s'est retrouvé, vous savez, quand on a un projet, on a des catalogues, et les gens qui faisaient du faux plafond nous ont dit nous sommes capables de produire tel type de faux plafond avec des moulures, avec du plâtre, etc. On ne voulait pas ça. Et il nous a fallu expliquer aux clients ce qu'il nous fallait faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une plaque de plâtre, enfin de plaque en plâtre,
Et on a incorporé ces éléments, ces cylindres-là, qui sont juste un tube de PVC qui a été coupé. Et donc l'idée c'était d'avoir un faux plafond qui soit en 3 dimensions, mais qui soit vraiment original et que l'on puisse utiliser, peindre, décorer, utiliser comme support de lampe, etc. Donc l'idée de base, c'est que le travail de l'architecte, c'est de préparer les espaces. Or, très souvent dans l'intervention aujourd'hui des artistes, on se rend compte qu'ils se posent des questions qui sont normalement les questions des architectes. Quand Douala met sur place le salon urbain de Douala, il se pose la question de comment on vit dans la ville de Douala. Quelles sont les relations entre les gens et comment ces relations peuvent s'exprimer. En gros, nous, notre travail, c'est de créer des espaces pour que les gens puissent exprimer leurs relations, puissent vraiment faire vivre leurs relations. Et donc, ça veut dire également passer par un certain nombre d'artifices comme ça. Ça veut dire également que dans notre travail, nous ne nous contentons pas des choses que nous avons l'habitude de voir. Ici, c'est un projet où une cliente avait un très grand terrain et quand on a fait l'estimation du coût de la clôture du terrain seulement, on n'a pas parlé encore des fondations de la maison, mais la clôture du terrain simplement, on était au-dessus de 15 millions de francs CFA. On a dit à la cliente, ça paraît un peu cher quand même, mais c'est le coût. Donc, pour éviter de dépenser 15 millions de francs CFA, on lui a demandé est-ce qu'elle était prête à assumer quelques folies d'architecte. Elle nous a dit oui. On est allé voir la société qui vend de l'eau en bouteille. Et quand on est allé les voir, ils avaient un grand espace où ils avaient mis plein de bouteilles. Il faut savoir que les bouteilles d'eau qui sont vendues en plastique ne peuvent être réutilisées que 3 fois pour la consommation. Au bout de 3 fois, ils sont obligés de les jeter. Et donc, on a trouvé toutes ces bouteilles qui étaient entassées. Le monsieur était très content qu'on s'en débarrasse et ne nous a pas fait payer, bien entendu. Donc, la copine a mis la base. Et ces bouteilles, qu'est-ce qu'on a fait? On les a remplies de terre. On a pris la terre sur le terrain. Quand ils ont creusé pour faire les fondations, on a pris la terre qu'on a remplie avec des jeunes, des enfants qui étaient en vacances. On leur a payé un peu d'argent et ils ont rempli les bouteilles et les ouvriers vont aider à les mettre en place. Ça donne ce qu'il y a ici à droite. Ça veut dire que le travail de l'architecte, c'est d'abord de réfléchir à comment il résout un problème. Notre problème, c'était le coût de la clôture. Nous nous sommes dit qu'on va faire un système avec des bouteilles de récupération et ces bouteilles de récupération vont nous permettre d'avoir une clôture. En fin de compte, ça fait quelque chose. Bon, là, on a montré que quelques rangs, mais le mur lui-même, il fait 2,25 m de hauteur. Mais la chose qui est très intéressante, c'est que la cliente, quand on a fini ce mur, on lui a dit, bon, maintenant, il faut quand même que tu dépenses un peu d'argent pour faire ces enduits. Elle nous a dit, mais pourquoi vous voulez faire les enduits? Moi, j'ai un mur que personne d'autre n'a. Et donc, le mur est resté comme ça. Le mur final, on a les bouteilles qui sortent. Et donc, ça veut dire que dans notre métier, la chose essentielle que nous faisons, c'est de configurer les espaces et de faire en sorte que ces espaces soient agréables à vivre. Point à la ligne. Aujourd'hui, quand je fais une maison, je me pose la question de où est-ce que le père s'assoit, où est-ce qu'il reçoit ses invités, où est-ce que les enfants s'assoient. Alors, peut-être pour ceux d'entre nous qui avons des enfants, dans la réalité, en Afrique urbaine, nous ne nous préoccupons pas des enfants. Nous faisons des maisons, et puis on fait des chambres pour les enfants, mais les enfants, où est-ce qu'ils reçoivent leurs copains? Il n'y a pas d'espace dédié, et donc nos enfants sont obligés de recevoir leurs copains dans leur chambre. Si on est logique, si les enfants reçoivent des copains dans les chambres, ils ont besoin de plus d'espace.
espace que les parents. Or, c'est toujours la chambre des parents qui est plus grande que la chambre des enfants. Ça pose également des problèmes et ça fait partie des problèmes sur lesquels nous sommes obligés de réfléchir. Que le travail de l'architecte, qui est d'organiser l'espace, n'est pas un travail, il ne s'agit pas de prendre des briques et de la peinture industrielle et de les appliquer. Il faut réfléchir chaque fois au problème qui est posé et se poser la question de comment on va résoudre le problème. Et je crois que c'est ça qui me rapproche un peu du travail que fait Douala et qui me rapproche un peu du travail des artistes. Parce qu'en réalité, les artistes, et Douala de manière générale comme élément de synthèse du travail des artistes, c'est de travailler aussi sur la constitution de l'espace dans lequel on est. Dans le cadre de cette académie, on m'a demandé de réfléchir j'ai proposé de réfléchir sur la notion heritage, de patrimoine. Désolé, je perds un peu mon français parce que maintenant je suis vieux. Mais notion de patrimoine et surtout du patrimoine urbain. Qu'est-ce qu'il peut? Donc, je suis parti de deux éléments. Un élément qui est à Douala, qui est cette statue, la Nouvelle Liberté de Joseph Soumenier, que je crois que tout le monde connaît. Et puis à Dakar, nous avons ça, qu'on appelle le monument de la Renaissance africaine, que moi j'appelle le nègre qui sort de la montagne, parce qu'on a une statue qui sort de la seule colline que nous avons à Dakar. Au Sénégal, nous avons un terrain qui est plat comme ça sur 400 km. Et puis on a deux collines qui sortent, on les appelle des mamelles. La tradition dit que ce sont les mamelles d'une femme qui s'est suicidée à un moment donné dans l'acte de constitution de Dakar. De venir vous mettre quelque chose pour la Renaissance africaine. Et j'ai eu la chance de discuter avec lui, j'ai critiqué un peu. Quand on parlait, il me dit, de toute façon, je m'en fiche de ce que tu penses, tu as bien compris. Ce que je vais construire là-bas, c'est pas pour toi, c'est pour les Africains. C'est pour la Renaissance africaine. Donc l'autre jour, je disais à mes amis camerounais, vous me devez de l'argent, parce qu'on a préfinancé ça. Vous n'avez pas encore remboursé. Donc j'espère qu'en sortant là, tout le monde va laisser un peu d'argent sur une caisse, que je puisse me renflouer un peu. Donc, ce monument pour la Renaissance africaine a été construit, Renaissance africaine, par une entreprise nord-coréenne. Et j'ai posé la question au président, je lui ai dit, mais j'ai cru comprendre que vous étiez libéral. Donc, disons, un peu de droit. Je ne comprends pas que vous alliez choisir une entreprise nord-coréenne qui vient avec ses ouvriers au Sénégal et qui travaille sur la Renaissance africaine. Est-ce que les Africains ne sont pas capables de construire quelque chose qui marque leur Renaissance? Quand il y a eu les Jeux Olympiques à Beijing, les Chinois, ils ont fait le nid d'aigle, ils l'ont fait eux-mêmes. Et ils ont dit partout que c'est eux-mêmes qui l'avaient fait. Les Français actuellement sont en train de rénover Paris en disant c'est la technologie française. Et ça paraît normal que si on parle de notre Renaissance africaine, on prenne des ouvriers africains, des architectes africains et des entrepreneurs africains pour faire quelque chose. Mais bon, je crois que politiquement, c'était pas très bien vu. Politiquement, c'était vraiment pas très bien vu. Et ils ont fait venir une entreprise nord-coréenne. Et donc, on a ça à Dakar et on a ça à Douala. Et les deux marquent d'une manière ou d'une autre le paysage. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Douala, vous savez que vous avez cette statue de la Nouvelle Liberté qui est là, qui marque la ville, d'une manière ou d'une autre. Quand vous êtes à Dakar, j'ai beau critiquer, vraiment je suis contre cette statue. Mais dans la réalité, aujourd'hui, les Dakarois, quand ils se marient, ils viennent sous la statue pour prendre des photos du mariage.
Donc ça veut dire que pour le Dakarois moyen, cette statue, c'est quand même une icône. Et que je sois pour ou contre, ça n'y change rien. Donc peut-être que dans quelques années, je serai un peu moins contre, un peu plus pour, quand vous m'aurez remboursé mon argent, bien entendu. Parce que cette statue était prévue au départ, je crois que c'était 7 milliards de francs CFA. On a terminé à 25 milliards de francs CFA. Et pour la financer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un ami du président, à qui ils ont donné des terres sur l'ancien aéroport de Dakar, l'aéroport qui était sur la corniche de Dakar. Ils lui ont donné l'équivalent de 50 milliards de terres. Sur les 50 milliards, il a revendu ces terres. Et sur les 50 milliards, il a pris 25 milliards qu'il a généreusement mis à la disposition de l'État sénégalais. Comme ces terres, c'est le domaine public sénégalais, je considère que ce sont mes terres aussi. Et malheureusement, sur les 50 milliards, je n'ai pas touché un franc, mais surtout, je vois qu'il y a un monsieur qui tout d'un coup s'est trouvé avec plein de belles voitures, des villas pas possibles. Je crois qu'il a même épousé une deuxième femme. Mais sur la base de l'argent qui a été produit par mes terres. Donc je proteste un peu, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et on a cet élément qui est un élément qui est constitutif aujourd'hui de la ville de Dakar. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pour ou contre, ça fait partie de la ville de Dakar. Et ma question c'était, comment est-ce que ces éléments peuvent passer comme des éléments du patrimoine avec des actes de naissance totalement différents. Hein. La statue de Soumeillé, je ne crois pas que l'État du Cameroun ait participé au financement. Alors que l'autre statue, elle a été totalement financée par de l'argent qui a été utilisé, enfin qui a été pris de la vente des terres qui appartiennent au peuple sénégalais. Donc, est-ce que ces deux modes de fonctionnement ont pu entraîner une perception différente de la population? Est-ce que la perception de la population en fait forcément un élément de patrimoine? Parce que rappelez-vous, le patrimoine, c'est ce qu'on transmet aux enfants. Enfin, en résumé rapide, c'est ce que les pères transmettent à leurs enfants. Aujourd'hui, à Dakar, tout le monde considère cette statue comme étant un patrimoine du Sénégal. Et je crois aujourd'hui, quand je regarde la manière dont on regarde la nouvelle liberté, je considère que c'est devenu un patrimoine au moins de Douala. J'ai eu l'information comme quoi les autorités ont récupéré un peu l'image pour la mettre sur les nouveaux passeports. Donc peut-être que les autorités considèrent également cette statue comme un patrimoine du Cameroun. Et on a deux statues, enfin deux monuments qui sont produits de manière totalement différente et qui donnent le même résultat. D'autant que les populations sont autant enclines à regarder la nouvelle liberté qu'elles sont enclines à aller regarder comment ça s'appelle, le mec qui sort là-bas. De la même manière. Donc ça veut dire que quelque part, on a créé un sentiment de réappropriation collective de ces monuments, et peut-être que c'est comme ça que l'on crée en réalité un patrimoine. Je suis arrivé ici, et puis en bon Sénégalais, vous savez, les Sénégalais, on a la bouche. On vous bat 1-0 au match de football, mais vous allez m'entendre parler de ça jusqu'au jour de mon départ. Même si les Sénégalais, les Camerounais qui sont là, vous êtes tous en train de tirer la tête, pas possible. Mais on s'est battu 1-0. Pénalty ou pas pénalty, c'est 1-0. Et j'arrive au Cameroun. Déjà, quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, je vais à Douala. Douala, c'est le siège de l'UPC. Moi, jeune Sénégalais, ma conscience politique a été faite en grande partie par rapport à l'UPC. Et c'est pour ça que dans mes discussions avec les amis camerounais, je leur dis, mais Osandé Afana, il n'appartient pas au Cameroun. Rouben Oumyobé, il n'appartient pas au Cameroun. Ils appartiennent à toute la jeunesse africaine.
africaine, en tout cas de ma génération, qui a fait sa culture politique par rapport à ça. Et donc, j'arrive au Cameroun, je me dis, bon, je vais voir ce que c'est que l'UPC. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé à quelques amis de m'emmener visiter le siège de l'UPC. Et c'était très drôle parce que je crois que c'était 2005. Les gens à qui je disais ça, très souvent ils me regardaient, genre le gars il est complètement fou. Et puis on a eu une rencontre officielle où il y avait beaucoup plus de gens que ça. Et j'ai dit, quand même je ne peux pas comprendre. J'arrive à Douala, la ville dans laquelle l'UPC est née, il n'y a pas une seule rue qui s'appelle Rouben-Mouniobé. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait de rue Rouben-Mouniobé. J'ai dit, il n'y a pas une seule rue qui s'appelle la rue de l'UPC. Il n'y a pas une seule rue qui s'appelle rue au Saint-Déathan. Donc, je crois que les Camerounais, ou vous ne connaissez pas votre histoire, ou bien, en tout cas, il y a quelque chose qui marche. C'est que, je pense, 1 ou 2 semaines après mon départ, elle a reçu l'injonction de fermer Walmart complètement. Et donc, je n'ai jamais présenté mes excuses, ma sœur, mais je suis désolé d'avoir été responsable de la quasi-fermeture de Walmart. Et je n'arrivais pas à comprendre ça. Et je me suis dit, mais comment est-ce que ça se fait que dans une ville comme Douala, avec toute l'intelligence qu'il y a, le dynamisme qu'il y a dans cette ville, qu'on puisse avoir quelque chose d'aussi important que l'UPC, avec le destin tragique des dirigeants de l'UPC. Sur cette photo, je crois que les 5 premiers qui sont sur la ligne, la première ligne, tous ont été assassinés. Et je suis tombé sur des images où non seulement ils ont été assassinés, mais certains d'entre eux ont eu la tête coupée et on a mis ces têtes sur des pics. Je sais pas, les Camerounais, peut-être vous avez, on m'a dit l'expression hier avec le cœur qui chauffe ou quelque chose comme ça. Mais au Sénégal, on ferait ça, on parlerait encore pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais j'ai eu l'impression qu'au Cameroun, à Douala, en tout cas, l'UPC, vous avez oublié que ça existait. Et heureusement qu'il y a, comment il s'appelle, le jeune artiste qui a travaillé sur Jean-David qui a travaillé dessus. Mais quand je parle aux frères camerounais qui sont là, j'ai l'impression qu'ils sont plus intéressés par la carrière de Eto'o. La jeune fille Eto'o-Tique là derrière moi, que par l'UPC en tant que tel. Bien entendu, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que je ne connais pas l'histoire réelle de l'UPC? Je ne sais pas. Parce que récemment, j'ai lu dans les journaux que l'UPC existe encore officiellement. Et qu'il y a des gens qui portent le nom de l'UPC et qui sont des gens qui politiquement sont reconnus dans le pays. Ça peut être ça. Est-ce que c'est qu'on n'a pas suffisamment informé les gens sur leur histoire par rapport à l'indépendance? Ce qui est tout à fait possible. Personnellement, avant que mon père décède, je lui ai pris la tête pendant au moins 3 ans en lui disant, mais tu avais 25 ans au moment de l'indépendance du Sénégal, mais tu n'as rien écrit par rapport à ça. Et je ne sais pas si au Cameroun c'est la même chose, mais j'ai l'impression que la génération de mon père, de nos parents, a fait une croix sur la période entre 1945 et 1960. On connaît quelques grands événements, la loi de fer de 1956, on sait ce qui s'est passé avec le RDA, mais on n'a pas les détails. Et je lui ai vraiment tellement pris la tête que 3 semaines avant sa mort, il a publié son livre de mémoire sur ce qui s'était passé. Et là, j'ai découvert, je me suis dit, mais attends, je connaissais mon père, mais je ne le connaissais pas du tout. Et c'est peut-être ça qui s'est passé également. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de mémoire de l'UPC.
question, c'est que s'il n'y a pas de mémoire sur l'UPC, est-ce qu'on peut dire que l'UPC devient un patrimoine ou pas de Douala? Parce que ça peut être un patrimoine de Douala, simplement, ça peut être un patrimoine de la région, ça peut être un patrimoine de tout le Cameroun, ça peut être un patrimoine de toute l'Afrique. Où est-ce que se situe l'UPC dans l'histoire du développement du Cameroun, dans l'histoire de l'indépendance du Cameroun? Quand on a parlé de ce séminaire, je me suis dit, je vais quand même profiter et leur parler de l'UPC. Je crois que maintenant j'ai le droit. Je vais en profiter pour parler de l'UPC. Et après, on verra ce que ça donne. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à ça. Lionel m'avait conseillé un livre, je crois que, je me demande si c'est pas toi qui m'a offert, Cameroun avec Cal. Je te l'ai conseillé en tout cas. Oui, en tout cas, tu l'as conseillé, et tu as mal fait, parce que quand j'ai commencé à le lire, je suis resté au moins 3 jours sans dormir. Parce que toutes les nuits, je le lisais jusqu'au petit matin, j'allais travailler, et j'étais pressé de revenir pour lire la suite. C'est un livre qui est absolument terrible. Je ne sais pas qui est-ce qui a lu ce livre-là dans la salle. C'est pas vendu au Second Cameroun. Alors je peux dire que non seulement il est vendu, mais que pour être vendu, je l'avais suggéré à une amie qui à l'époque était à la salle librairie qui existait encore, pour la liberté, en face des écoles, Caroline Zanot, fille de l'ambassadeur camerounais à Paris, naguère, Simon Koetoumou. Donc moi je reçois le livre par des amis parisiens. Genre, tu prends l'avion, le livre est sorti, tu me l'amènes. Et donc, moi, quand je le lis, je fonds chez Carole, donc à cette librairie-là, je ne sais pas, acheter autre chose, quoi. Elle est là en train de. Mais ça presse. Je dis à Carole, écoute, Carole, il y a un livre qui vient de sortir, il faut absolument que le Cameroun le lise et que tu le fasses. Elle va te venir. Sauf que, depuis que ce livre existe, il n'a donné lieu à aucune conversation publique dans ce pays. Les gens débattent tous les dimanches, tous les jours, sur les télés. Il n'a donné à aucune conversation publique. Moi, je vais conseiller à tous les Camerounais qui sont dans cette salle de lire ce livre. C'est un gros bouquin. 700 pages. 700 pages dedans. Mais il faut absolument le lire parce que vous allez découvrir des choses sur le Cameroun et sur la lutte pour l'indépendance du Cameroun que vous ne soupçonnez pas. Et ça, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde de faire revivre cela. Parce que les jeunes qui sont là aujourd'hui, s'ils n'ont jamais entendu parler de cette histoire, ils ne pourront pas se mobiliser et ils ne vont pas utiliser les résultats du travail de l'UPC pour leur propre libération. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, 60 ans après, bon, moi je suis né juste avant les indépendances, je crois que d'ailleurs, quand De Gaulle est venu à Dakar, mon père m'a emmené le voir et j'ai tenu une petite pancarte quand je me suis battu pour l'indépendance. Mais c'est important que les jeunes aussi se battent sur ça. Oui. C'est Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique 1948-1971. Voilà la première. Alors, juste une chose, c'est que si vous êtes sensible, si vous avez le cœur qui n'est pas bien accroché, ne le lisez pas la nuit, ne le lisez pas tout seul, lisez-le dans un endroit sympathique et tout ça, ça va vous calmer un peu le cœur, parce que je peux vous dire que quand j'ai lu ça, heureusement que je suis quelqu'un de calme, mais j'avais un peu comment on dit, des boules, j'avais un peu très honnête. Et donc, dans mon travail, je m'intéresse à l'UPC. Mais encore une fois, l'UPC, ce n'est pas de l'architecture, ce n'est pas du ciment, ce n'est pas du béton, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'UPC? Dans mon travail d'architecte, il y a une partie de recherche. Et la partie de recherche, bon, c'est vrai que je suis un jeune architecte avec 40 ans d'expérience, donc je peux faire un peu le bilan de ma vie professionnelle. Et je me suis rendu compte au bout de 40 ans que, en étant soft, bien éduqué, bien tranquille, bien policier et tout, je suis désolé, mais on ne fait pas
passer les choses dans le pays. En Afrique, quand vous êtes bien éduqué, vous allez avoir toutes les bénédictions possibles. Les mamans vont dire, ah mon fils, on va vous bénir, mais vous n'allez pas avancer d'un iota. Et je me suis dit, bon, peut-être que mes recherches doivent aujourd'hui aller un peu plus loin que de juste essayer de comprendre comment le béton est dosé, comment on fait un enduit au calcaire, etc. Et petit à petit dans mes recherches, au bout de 30 ans au moins, j'en suis arrivé à dire que ce n'est pas l'objet de la recherche lui-même qui pose problème, c'est comment nous menons la recherche. Et j'ai commencé à m'intéresser à des choses qui sont bizarres. Par exemple, les tresses ici. Je crois que tout le monde reconnaît les tresses. La liaison entre cette tresse et cette structure à droite, c'est que cette structure à droite, c'est une structure mathématique qu'on appelle les fractales. Et c'est issu d'une approche géométrique qui est différente de l'approche géométrique qu'on a tous appris au lycée. Vous vous rappelez X, Y, Z, que n'importe quel point, on peut donner sa cotation en X, en Y et en hauteur, donc ça permet de fixer le point. La géométrie fractale fonctionne de manière différente. D'abord sur l'autosimilarité, c'est-à-dire que chaque élément est égal, et pas égal, est similaire aux autres éléments à une échelle différente. On a le rond qui représente un élément, mais à l'intérieur de chacun des ronds, vous avez encore les mêmes ronds qui représentent les éléments. Donc ça veut dire autosimilarité. Et surtout, c'est la même fonction qui transforme les éléments pour changer l'échelle. Et en réalité, ça s'appelle itération. Ça s'appelle une itération. C'est le mot mathématique, une itération. Et en fait, quand on regarde de près l'esthétique en Afrique, sur nos masques, sur nos tissus, sur l'organisation de nos espaces, mais j'ai une photo aérienne d'un village camerounais d'ailleurs, où on voit que le village est en cercle, mais cette forme de cercle, c'est la même forme que prennent chacune des cases qui forment le cercle. Donc on a une autosimilarité et une reproduction qui est basée sur la même fonction. Je voudrais juste ajouter pour Jean-Charles aussi que, pour qu'il pige bien ce qu'il dit par rapport à la géométrie euclidienne et le plan cartésien, que la géométrie fractale procède et la géométrie de l'irrégularité, véritablement, autant la géométrie euclidienne, cartésienne est celle du continu, et les fractales c'est le discontinu, et la géométrie de l'irrégularité. En fait, elle a commencé à exister à partir du moment où un mathématicien français, Benoît Mandelbrot, s'est piqué de vouloir mesurer la côte de Bretagne. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être que de mesurer une côte qui est en zigzag et en dentelé. Donc on n'est pas du tout dans l'univers continu de la géométrie euclidienne avec les trois angles qui sont à 180 degrés et la droite qui va de A à B, le plus long point. C'est pas du tout dans ça qu'on est. Il faut vraiment retenir ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au commencement, il y a un motif, lequel motif, en changeant d'échelle à chaque fois, reste le même. Moyennant une opération qu'on appelle une itération, et tout ça s'appelle autosimilarité. Voilà. Alors, déjà, en quoi ça me relie à Douala? Quand j'ai commencé ces recherches et que j'ai commencé, déjà, mes copains architectes m'ont dit, mon gars, est-ce que tu as payé ton loyer? Moi, j'ai quelques difficultés. Et tu passes ton temps à te poser des questions de géométrie, fractale et tout ça, tu es malade. Et on avait presque fini à me convaincre que j'étais un peu fou. J'arrive à Douala, on me demande de faire une petite conférence, de participer à une conférence, et je commence à parler de fractale, de géométrie, etc. Et d'une manière totalement différente d'aborder les choses. Et après moi, devait intervenir un monsieur qui est écrivain, philosophe bizarroïde, que Marie m'a présenté sous le nom de Lionel Manga.
Déjà, le nom manga, j'étais étonné parce que je me suis dit, c'est un cas avancé, parce que moi je suis du sud du Sénégal. Et manga, c'est un nom de famille absolument commun dans le sud du Sénégal. Je me dis, le gars est un peu bizarre. Hein. Mais on lui donne la parole, il dit, je crois me souvenir textuellement des mots. Tout ce que je devais vous dire, sous la forme de la sociologie, Jean-Charles vous a déjà dit ça sous la forme de l'architecture. Je me suis dit, ok, ça veut dire que je ne suis pas le seul fou. Il y en a un autre qui est aussi cinglé que moi. Et donc, ça me rassure un peu. Et donc, je crois que c'est de cette phrase de Lionel-là que notre amitié a commencé. Et on s'est rendu compte que c'est vrai qu'on était tous un peu... Enfin, lui, un peu plus zinzin que moi. Moi, je suis zinzin organisé, lui, il est zinzin complètement parti. Mais, du coup, je me suis dit, peut-être que ce qui va nous sauver en Afrique, c'est pas qu'on ne sache pas poser les problèmes ou résoudre les problèmes. C'est peut-être que nous les posons mal, nous les posons dans des systèmes qui ne sont pas les systèmes qu'on devrait utiliser. Aujourd'hui, si nous continuons à réfléchir la géométrie et l'espace uniquement dans l'univers euclidien, on arrivera à décrire des choses, mais on n'arrivera pas à comprendre. Et donc, je me dis aujourd'hui, pourquoi est-ce que les architectes ne devraient pas se poser la question de l'espace et de la géométrie, non pas sous la forme de la géométrie euclidienne, mais de la géométrie fractale. Résultat, comme a dit Marie, j'ai une école d'architecture et mes étudiants en architecture en deuxième année, ils savent tous ce que c'est que la géométrie fractale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec. Parce que chacun va se faire sa propre personnalité. Mais au moins qu'on leur donne les éléments qui leur permettent de se poser des questions. C'est la même chose par rapport à l'histoire de l'indépendance du Cameroun. Vous pouvez ne pas être d'accord avec l'UPC, mais au moins qu'on vous dise que l'UPC a existé. À vous de vous poser des questions, de dire est-ce qu'on était d'accord avec la lutte armée qu'ils ont montée ou pas. Ça, c'est votre responsabilité individuelle. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on ne vous parle même pas de ça. Et aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'école dans le système, c'est aussi la responsabilité de notre génération. Bon, toi, comme tu es de notre génération aussi, mais voilà, il y a deux vieux qui sont en face et un autre semi-vieux qui est en face de nous. C'est notre responsabilité parce que très souvent, nous-mêmes, nous ne parlons pas de ces problèmes-là à nos enfants. En 1978, au Sénégal, on avait un président poète qui n'était pas forcément démocrate. Désolé pour ceux qui aiment 5 ans, mais il n'était pas tout à fait démocrate. Et on s'était rendu compte, on était assez jeunes tous, on s'est rendu compte que vous ne pouvez pas parler de politique clairement. Donc on a décidé, puisque Senghor était pour la culture, que nous allions parler de culture. Et nous avons monté une association qu'on appelait le Front culturel sénégalais. On faisait de la poésie, on faisait du chant, on faisait de la guitare, on faisait du théâtre, uniquement la culture. Bon, maintenant, il se trouve que parfois les auteurs incluaient un peu de politique dedans, ils critiquaient un peu le ministre qui avait volé l'argent ici. Mais bon, ça venait après, quoi. C'était après la culture. Et donc, à l'époque, quand on écrivait des poèmes, on le faisait de manière anonyme, on prenait des surnoms. Et il y a 4 ans, je discutais avec mon fils et mon fils me parle de... Il me dit, je ne sais pas ce que tu as fait quand tu étais jeune. Et je lui explique donc le Front culturel. Le gamin me regarde et me dit, mais attends, tu as vraiment eu une action culturelle aussi importante. Comment ça s'est passé? Et je lui raconte qu'on faisait de la Renéo. En fait, pour imprimer, on avait... je ne sais pas si maintenant vous connaissez la Renéo. Bon, il y a certains vieux qui connaissent, mais bon, je crois que certaines générations ne connaissent pas. Le gars me regarde et
ça l'a affolé tout de suite. On me dit, mais Jean-Charles, tu as raison, il n'est pas au courant. Je me tourne vers un autre, je lui dis, mais est-ce que ton fils sait comment tu signes? Il me dit, Jean-Charles, mon fils n'est pas au courant que j'ai écrit ça. Et on s'est dit, c'est pas possible. On a fait quand même un petit travail, il faut que ce travail soit connu. Et donc, on s'est tous mis d'accord, je leur ai dit, la seule chose que je vous demande, c'est l'autorisation de publier le recueil. J'avais encore une copie du recueil René Otoubé. J'ai dit, bon, maintenant, quand on va utiliser les ordinateurs et tout ça, on va publier. Et ils m'ont tous donné l'autorisation de publier, avec deux choses qui étaient très drôles, qui m'ont montré que quand on était militant jeune, là, on était un peu bizarre. Il y a des amis qui ont dit, on va publier, mais vous ne publiez pas sous mon nom. Regardez les pseudonymes qu'on avait utilisés quand on écrivait ça en 78. Et là, on était en 2014-2015, pratiquement 40 ans plus tard. On ne voulait pas assumer les bêtises. Et on ne voulait pas assumer les bêtises. Mais après, je leur ai dit, mais si je publie sous mon pseudonyme, comment est-ce que je vous paye? Parce qu'on va vendre ça, ça va rapporter de l'argent. Et tous, sans exception, m'ont dit, mais Jean-Charles, ils s'en foutent du flux. À la limite, si tu peux faire une action pour les jeunes qui font de la culture. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est que tout l'argent qu'on allait récupérer serait redonné aux jeunes groupes de rappeurs, parce que les rappeurs faisaient un travail qui était un peu similaire au nôtre, avec peut-être les rappeurs d'aujourd'hui, ils disent bonjour, ils insultent 4 fois, ils disent bonjour, ils insultent encore 4 fois. Donc, nous, on n'était pas comme ça. Mais au moment de lancer le livre, on les a invités. Et il y a des rappeurs hyper célèbres qui sont arrivés. Et il y en a un que je vois qui lève un recueil, qui commence à dire on écrivait en langue nationale. L'idée, c'est que tout ce qu'on faisait devait être fait dans les langues nationales, en Wolof, en Halula, Fulani, en Mandinka, etc. Et on avait tous appris la graphie des langues nationales. À l'époque, au Sénégal, quand on a voulu lancer les langues nationales, le président Senghor avait décrété que toute faute d'orthographe dans les langues nationales devait être traduite par, je crois que c'était 15 jours de prison, quelque chose comme ça. Donc nous, comme on ne voulait pas aller en prison, on avait appris à écrire dans les langues nationales. Donc ça veut dire qu'on est parti de là et on a reformulé la manière d'intervenir dans l'école. Et au fond de moi, je me dis, c'est exactement la même chose que je fais en architecture. Au lieu de partir des choses qui sont courantes, je regarde le problème que j'ai et je regarde qu'est-ce que j'ai comme solution possible. Donc sur mon projet, quand je démarre un projet, je démarre toujours très lentement, mais je refuse de me bloquer en termes de solution, de me bloquer à une solution de vie. Et donc, je passe rapidement sur ça, c'était pour vous faire plaisir. Vous trouvez que je suis quand même architecte et que je suis capable de faire des escaliers comme ça. Mais on parlait tout à l'heure de fractal, d'un uniforme qui se répète dans l'espace, dans une autre dimension, avec ce que Lionel a appelé l'autosimilarité. Et sur ce projet en particulier, j'ai eu la chance de tomber sur un client qui était aussi fou que moi, qui m'a dit la seule chose, c'est que je veux que ma maison elle soit spéciale, et la seule chose qu'il a exigé, c'était d'avoir un toit avec une double porte. Le reste, il me dit de boulot. En plus, non seulement il me laissait faire, mais c'est le seul client que j'ai eu au Sénégal qui était assez riche pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Et c'est la seule maison que j'ai faite, et je crois que c'est la seule maison de Dakar qui est faite entièrement en bois. Contrairement au Cameroun, nous on n'a pas le bois. Le seul bois qu'on a, c'est le bois de baobab qu'on ne peut pas utiliser pour construire parce qu'il est trop friable. Et ici, je me suis dit, pourquoi on l'utiliserait
fonction de nos similarités. Et pourquoi on ne ferait pas un élément qui soit comme ça, où à partir d'une forme qui est la forme de base, on utilise cette forme pour produire un ensemble et pour produire un bâtiment. Malheureusement, il m'a fait venir, quand je suis allé pour prendre ces photos, il m'a dit, bon, écoute, il y a quelqu'un qui m'a proposé de racheter ma maison. Et par curiosité, je lui ai dit, tu l'as montré à combien? Il m'a dit, j'ai fait estimer la maison, j'ai reçu l'estimation du terrain. À l'époque, il avait acheté en 2005, je crois, à 165 millions de terrain. Je crois qu'il a plus de 6 000 mètres carrés, c'est un truc génial. Il m'a dit aujourd'hui, le terrain tout seul, il est estimé aux environs de 5 milliards de francs CFA. Je lui ai dit, ok, et la maison? Il me dit, la maison, le gars n'a pas estimé le volume. Donc ça veut dire qu'une maison comme ça, s'il la vend, il va la vendre peut-être à 10 ou 12 milliards. Mais moi, ce qui est en train de me détruire le cœur actuellement, c'est que les gens veulent acheter une maison comme ça, pas pour la maison elle-même, ils veulent l'acheter pour raser la maison complètement et faire dessus un bloc d'appartement avec bien entendu du vitrage partout. En face de la mer, il faut voir la mer, mais en face de la mer, du côté du soleil couchant. Donc on ramasse tout le soleil, toute la chaleur possible à l'intérieur, avec des parois en béton, des structures en béton. Et ça, j'ai décidé de le mettre un peu dans toutes les conférences que je veux faire, parce que je crois que dans 3 ans, la maison elle sera détruite. Sauf si le bon Dieu écoute ma prière, j'ai prié Dieu, je lui fais qu'il ne trouve jamais quelqu'un pour acheter la maison. Je ne l'ai pas dit très fort parce que le gars il est décidé à vendre. Et s'il ne vend pas cette maison, ça va être un peu de l'enfant. C'est aux Almadies. Tu vois, aux Almadies, la corniche des Almadies. Au bout de la corniche, il y a des restaurants. Alors, c'est très drôle parce que devant sa maison, lui, en face de la mer, il y avait donc un grand terrain et puis la mer juste derrière. Il s'est implanté et tout. Il m'a dit, tu sais, l'un des problèmes que j'ai, pourquoi je veux vendre, c'est que je ne vois plus la mer. Le maire de la commune a autorisé les gens à construire sur le domaine public maritime. Alors, au Sénégal, le domaine public maritime est frappé d'une loi qui dit qu'il est interdit de construire quelque chose qui soit pérenne, quelque chose qui soit stable. Donc, toutes les constructions doivent être directement démontables, sauf qu'elles sont en béton armé, avec des fondations. On voit le trou que les gens construisent pour les fondations. Il y en a qui ont des sous-sols où on peut mettre des voitures et tout ça. Et ça fait 40 ans que je fais de l'architecture, je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va monter les sous-sols pour faire place d'être. Et donc, malheureusement, ça c'est un projet, c'est peut-être le projet qui me plaît le plus du point de vue esthétique, mais c'est un projet que je ne verrai plus dans 3 ans, 4 ans. Sauf que peut-être, sauf que nous, on a des élections le 25 février 2024. Et le 25 février 2024, les Sénégalais, on a l'avantage sur beaucoup de pays en Afrique, c'est qu'on a appris à utiliser notre bulletin de vote pour faire partir une personne. Et la dernière fois qu'on l'a fait, on est même venu au palais, devant le palais, pour applaudir le gars qui prenait la voiture et qui partait. On a laissé dans notre avion présidentiel, il est allé nous représenter à l'OUA, je crois, à l'Union africaine. Il est parti. Donc, le 25 février, j'espère qu'on aura gardé ça dans la tête et puis qu'on va pouvoir donner la possibilité à une personne qui a trop grossi en étant président de la République, on va lui donner la possibilité d'aller à la retraite, de faire de la gymnastique et de venir. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre attention.
En 2010, le sidérome du Jean-Charles Pal nous a invités, assis devant ma amie princesse et moi, au colloque d'architecture que M. Abdelawad Pizon-Hidor avait organisé dans le cadre du festival Le Monde Noir, une sorte de réplique de ce qu'on avait fait à la guerre de 1966. Et lors de ce colloque, il avait un de ses amis qui avait été le noir américain, afro-américain, on dit maintenant, qui avait été le président de la branche afro-américaine des architectes. Et ce garçon-là, je me souviens que, s'agissant justement du métier d'architecte, et pour les gens qui étaient là, il disait que lui, quand il reçoit un client, il prend un papier et le crayon, et il les écoute, et il dessine. Il dessine leur pensée. C'est-à-dire que les clients expriment un besoin qui va se traduire par des chambres couchées, par des salons, par des salles de séjour, par des cuisines, par des couloirs. Lui, il les écoute et il note, il prend des... Je me suis approché de lui à la fin du colloque et je voyais effectivement qu'il y avait des formes. Sur son papier, il y avait des formes. Donc, véritablement, l'architecte, je veux dire, doit pouvoir entrer dans la tête d'un client, et c'est un travail sur la notion de forme. Et cette notion de forme, nous l'amène au fractal, dans cette géométrie de l'irrégulier. Et il me semble que l'enjeu actuel, pour nous, Africains, dans la perspective du changement climatique, qui va être très très important de concevoir l'irrégulier, cette géométrie-là, comme, on va dire, le paradigme, pour utiliser un terme compliqué, le paradigme du projet à la fois de la prochaine architecture, mais également de l'aménagement urbain, de ce point de vue. C'est très important. Là, je clôture ce point-là ici. Ensuite, pour l'appropriation. Ce qui est arrivé à l'appropriation de l'histoire de la montagne et puis le belle liberté ici, c'est quasiment ce qui est arrivé aussi à la Tour Eiffel. C'est-à-dire que la Tour Eiffel, elle avait été disputée, dépendée, tout ça, etc., jusqu'à ce qu'elle finisse par être adoptée. Il me semble qu'en termes de patrimoine, les gens les habitants d'une ville, quand ils sont confrontés à un tel objet, je l'ai dit presque fatalement, finissent par le faire leur, qu'ils l'adoptent sans se poser plus de questions que cela. On ne va pas entrer en détail sur tout ce qu'il y a entouré la production de cet objet-là, mais qu'ils l'approprient, qu'ils deviennent la nouvelle liberté, qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, n'est pas plus étonnant que ce que la Tour Eiffel est devenue après la fin du 19e siècle, depuis le début du 20e. Alors, je veux dire quelque chose sur l'architecture. Alors, quand j'étais plus jeune que maintenant, alors on avait une image du Nord Cameroun qui était, il y a une image qui me vient en tête, c'est qu'on nous disait quand il pleut là-bas, les papas s'asseyent dehors pour recevoir la pluie. Dehors, c'est-à-dire à l'intérieur de leur portail. Bon, dans mes années étudiantes, j'ai fait un travail dans le Nord Cameroun, notamment à Garouari, village avoisinant. Et c'est là que je rencontre l'architecture, comment je peux dire ça, des maisons, l'architecture domestique des gens là-bas. Et je vois la barrière. Et je commence à me questionner sur, comme ça de façon hasardeuse, sur la notion de barrière. Dans la barrière, entre guillemets, il y a une pièce pour le papa, il y a les pièces pour les femmes, et puis il y a une pièce comme ça pour manger ou je sais pas quoi. Alors je me suis posé la question, est-ce que on perçoit la barrière comme étant la barrière parce qu'on analyse l'architecture avec un paradigme occidental, c'est-à-dire qu'il y a la construction et puis il y a la barrière, ou alors la maison commence sur ce qu'on appelle la barrière, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison, maintenant il y a des pièces. Et donc là où le papa s'asseyait pour profiter de la pluie, il était à l'intérieur de la maison. C'est une réflexion que j'avais comme ça sur l'architecture et que je voulais partager vu le thème. Donc, comment est-ce que bref, la notion de barrière en
tant que séparation entre deux foyers qui apparemment est existante dans le Nord Cameroun dès qu'on analyse avec l'analyse occidentale, mais en réalité n'est pas une barrière, c'est la maison déjà qui commence. Voilà. C'est une question extrêmement importante et en fait le travail des architectes est toujours renseigné par les questions de gens qui ne sont pas directement architectes mais qui travaillent sur l'architecture. La notion de barrière, prenons nos maisons. Je crois, ce que j'ai vu de Douala en tout cas, c'est que pratiquement toutes les maisons ont une clôture. On est tous d'accord. Et la clôture marque, quand vous passez la clôture, vous entrez dans la propriété d'un tel. Aux États-Unis, dans les banlieues, vous n'avez pas de clôture. Les gens ont leur propre jardin, mais ils connaissent, en fait, non seulement ils ont le sens de la propriété, mais à la limite, vous pouvez venir sur la propriété de quelqu'un et qu'il vous dise Get out of my place, avec un pistolet qui est là. Donc ça veut dire qu'on nous a tellement habitués à prendre les choses sans nous poser de questions que malheureusement sur l'architecture, ce n'est que très récemment qu'on commence à se poser des questions. On est un groupe d'architectes africains avec des gens d'Angola. D'abord, la première chose dont on s'est rendu compte, c'est que moi, je viens en Angola pour un séminaire, et puis je me rends compte que je ne connais rien de l'architecture de l'Angola. Rien du tout. Et on nous présente des gens qui ont, avec mes 40 ans d'expérience, je me disais, oh, je suis un vieil architecte, et puis on nous présente des gens qui ont 50 ans, 60 ans d'expérience, et qui, depuis 50 ans, 60 ans, produisent des choses. Donc déjà, on ne se rencontre pas. Et on est un groupe à se poser des questions. Regardez, la question que j'ai posée hier aux participants au séminaire, c'est qui mange à table chez lui? Or, quand on regarde la proportion des gens qui mangent, qui prennent le dîner, le repas à table, en tout cas au Sénégal, très souvent, c'est le père de famille tout seul. Parce qu'il rentre tard, et quand il rentre, sa femme lui a servi son petit plat. Et très souvent, vous marquez le pouvoir des femmes, elle vient s'asseoir à côté de lui et elle lui dit bon, mon chéri, je vais te couper la viande. Le gars, il est content, il dit ah, ma femme, je vais lui couper la viande. Il ne sait pas qu'elle est en train de le contrôler. Est-ce que le gars, il doit bien manger ou pas bien manger, etc. En réalité, non, je plaisante. Les filles, je plaisante là parce que. Non, mais on ne s'est jamais posé la question dans nos sociétés sur l'utilité de l'espace de ce qu'on appelle dining room. La salle à manger, est-ce qu'elle doit être conçue comme la salle à manger de Paris? Et aujourd'hui, on la conçoit comme la salle à manger de Paris. Dans beaucoup de nos sociétés, les chambres des enfants, c'est pas pour un enfant. Il y a 2, 3 enfants qui dorment ensemble. Donc ça veut dire que les dimensions qu'on donne à une chambre devraient tenir compte du fait que ce n'est pas une seule personne qui sera dedans, c'est 2 personnes, c'est 3 personnes. Ces 3 personnes, ce n'est pas forcément des frères et des sœurs. Le cousin qui vient du village pour faire son université, il vient, je suis obligé de me prendre à la maison. Donc, comme je n'ai pas beaucoup d'espace, il va dormir dans la chambre de mon fils. Est-ce que nous nous posons ces questions? Et aujourd'hui, nous, fondamentalement, ce que nous sommes en train de dire, c'est que du point de vue technique, on sait faire des projets d'architecture. Mais est-ce que nos projets d'architecture correspondent à la manière de vivre des gens? Est-ce qu'on leur donne la possibilité de s'épanouir dans les projets qu'on fait? Et cette question est beaucoup plus difficile que de gérer des murs en briques, du béton, même des structures métalliques. Ça, on sait calculer. Mais est-ce qu'on donne des espaces qui permettent aux gens de s'épanouir? Et ça, je crois que c'est la fonction principale des architectes. Malheureusement, je n'ai pas critiqué mon métier, mais disons les choses. Mais on peut dire aussi, à l'attention de Tanimok et de tous les autres, que
dans la production traditionnelle de l'espace, en termes de... Parce qu'un espace est produit, on va dire. Ces espaces-là, ces configurations-là, répondent, ou plutôt sont isomorphes, pour dire le plus intermathématique, sont isomorphes aux cosmogonies, à la manière dont ces sociétés-là concevaient que le monde existe, comment le monde se construit et comment le monde ne cesse pas d'être. Ce qu'on appelle la création continue en anthropologie. Je veux dire, les récits cosmogoniques, c'est des mots que j'aime pas beaucoup, cosmogonie, mais c'est le mot qui existe. Ces récits cosmogoniques ont toujours informé la manière que ces sociétés, ces collectivités produisaient leur espace. Et de manière, on va dire, générale, il y a un intérieur et un extérieur. Cette partition-là, en un intérieur et un extérieur, elle détermine tout le reste. C'est-à-dire qu'à la fois, le lieu de celui qui va être le chef de famille ou le chef de la communauté, le lieu de ses épouses dans les contextes de polygamie, et le lieu de toutes les autres générations qui sont inférieures, en intégrant aussi le fait que dans cette spatialisation-là, pour le coup, il y a une dimension totalement liturgique, parce que c'est à l'intérieur de ça aussi que les uns et les autres, et que le chef de famille, le père, est aussi l'intercesseur entre le monde des vivants et le monde invisible, et qui fait que tous les cultes qui vont rendre, c'est pas des cultes, mais tous les gestes sacrificiels qui accompagnent leur existence ont lieu à l'intérieur de ces espaces-là. Et juste pour conclure et sortir de là, pour dire que ce qu'on appelle les sacrifices, on appelle toujours sacrifices en anthropologie, et que les Occidentaux ont plus ou moins templé, etc., appelé archaïsme, superstition, and so forth. En fait, c'était des agencies totales qui permettaient à ces gens-là de contrer ce qu'on appelle l'entropie, tackling l'entropie systématiquement. À chaque instant de l'existence, dans ces espaces-là, c'est juste liturgique. Et comment on habite, c'est gérer l'entropie. C'est empêcher que survienne à quel moment que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui l'effondrement à l'échelle de la planète, mais à l'échelle des individus et des familles. Moi, j'ai posé la question du tabou. Est-ce qu'il y a une acception européenne, occidentale, de la clôture? La clôture peut être dans nos cultures à un sens. Je crois que c'est quelque chose comme ça que tu as posé. Quelque chose comme ça. Non, c'est. Voilà, la clôture. Ma réponse, c'est que chaque société a une compréhension particulière de son espace. C'est pour ça que je disais qu'aux États-Unis, ils ont le sens de leur espace, mais ils ne mettent pas de clôture dans les banlieues américaines. Et tout le monde respecte cet espace. D'ailleurs, quand vous devez tondre votre gazon, vous tondez votre gazon par le gazon du voisin. Donc, vous respectez l'espace. Mais notre problème à nous, c'est que très souvent, on ne se pose pas la question de ce que signifient nos espaces. Tout à l'heure, tu parlais du mari qui est polygame, qui a plein de femmes. Dans nos sociétés rurales, au Sénégal, le polygame, le chef de famille, avait sa case. Et chacune des femmes avait sa case. Là, j'ai posé la question à plusieurs de mes clients et à des amis architectes. Quel est votre espace dans la maison en vie? Les hommes n'ont plus d'espace en vie. Et quand tu regardes bien, moi, ces temps-ci, ça me frappe parce que, bon, mes amis commencent à devenir vieux et du coup, ils pensent au bon Dieu et puis ils se disent, si je dois rencontrer le bon Dieu, quand même, il faut que j'ai prié. Et donc, tous les gens de ma génération me disent, est-ce que tu peux nous faire dans ma maison un espace de prière? Donc, on a fait un espace de prière et l'espace de prière, à la limite, bon, il n'écoute pas de jazz dedans, mais c'est là-bas où ils vont se réfugier. Et en fait, ils se recréent des espaces dedans. Mais ça, c'est aussi dû au fait que nous ne nous posons pas la question de comment est-ce que nous vivons nos espaces. Et aujourd'hui, on accepte tout. En fait, c'est... désolé Lionel, c'est pas parce que tu bois la bière, hein, mais c'est comme quand on boit la bière, on la prend, on ne se pose pas la question de comment elle est fatiguée, elle est fabriquée, on la boit, c'est bien. Mais peut-être que il y a quelqu'un qui tout à l'heure me parlait de bière de mille. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui m'a parlé de bière. C'était quoi, voilà. Quand elle était assez goût. Quand elle était assez goût.
ajouter qu'il y a plein de gens à Séoul qui voient la bienvenue. C'est vrai qu'à Séoul, ils ont coupé quand même beaucoup de têtes pour que les gens deviennent musulmans, mais ils en voient les musulmans, ils voient aussi la bienvenue. Mais est-ce que nous nous posons la question de comment est-ce qu'on pourrait produire la bienvenue? Aujourd'hui, j'ai une associée qui est architecte, mais elle a dit qu'elle fait de la pâtisserie architecturale. Et elle a monté une petite société qui produit de la pâtisserie faite exclusivement à base de mil et de maïs, qu'elle cultive dans son champ, qu'elle transforme elle-même et qu'elle arrive à produire. Pour moi, c'est exactement la même démarche que l'architecture. À un moment donné, nous serons obligés de nous poser la question, où est-ce que nous prenons les matériaux? Regardez le vitrage. C'est frappant. Quand je suis à l'hôtel là, quand je regarde vers le port, il y a un ensemble de bâtiments. Il y en a un qui s'appelle l'Atrium. Et à côté, il y a des bâtiments qui sont presque entièrement vitrés. C'est de l'architecture moderne, c'est des matériaux modernes. D'accord. Où est-ce qu'on achète des vitres? Vous produisez combien de mètres carrés de vitres au Cameroun? Au Sénégal, on ne produit pas. Or, le vitrage, c'est fait d'abord à partir de silicium, qui se trouve dans du sable qui est riche en silicium. Dans tous nos pays, il y a du sable riche en silicium. En Afrique de l'Ouest, nous ne produisons pas 1 mètre linéaire de structure aluminium. Pourtant, nous l'utilisons partout. La Guinée pourrait produire de l'aluminium pour l'ensemble de l'Afrique sans problème. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend sa bauxite et puis elle rachète de l'aluminium. Le coton, les moquettes. Nous ne produisons pas de moquettes. Nous produisons le coton, nous le vendons à l'Allemagne, qui produit la moquette et nous revendons la moquette. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'être bizarre. Et ces questions, ce sont par définition des questions d'architecture. Et ce n'est pas la production de tel bâtiment, mais c'est la base de l'architecture. Et aujourd'hui, il me semble que les architectes africains ne peuvent pas fermer les yeux sur ce genre de questionnement. Aujourd'hui, un architecte africain doit se poser la question de dans quel contexte il travaille, qu'est-ce qui nourrit ce contexte. J'ai fait, malheureusement je ne les ai pas amenés, mais j'ai fait des maisons où on s'est dit on n'achètera pas de carrelage importé. Parce que vous savez qu'au Sénégal, on achète des milliers de mètres carrés en Italie, en Suisse, etc. Et on a une marque au Sénégal. Une marque qu'on produit au Sénégal, on l'extrait, on l'envoie en Italie. En Italie, ils le traitent et ils le viennent pour le revendre. Mais à un moment donné, you get it. Oui. Je vais un peu intervenir sur la question de Kadambok, sur la problématique de la clôture. Je pense que lorsque tu as donné l'exemple tout à l'heure de ces villages vus depuis le ciel, il y avait cette structure qui était circulaire et dont les cases étaient la continuité en plus réduite de cette même structure-là. Et cela pourrait donner lieu à une clôture en quelque sorte, à encadrer le lieu ou bien la propriété qui est là. Je pense que c'est aussi une question d'environnement. Il y a des environnements dans nos sociétés traditionnelles, des environnements qui se prêtent à créer une clôture, peut-être pour éviter que les bêtes aillent partout, et d'autres où c'est beaucoup plus ouvert. Maintenant, au courant de cette semaine, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas sur la question des bouteilles plastiques. Il y a quelques années, on a interdit du plastique ici dans ce pays.
Et quelques années, quand je dis quelques années, c'est 2-3 ans. Et aujourd'hui, on retrouve du plastique plus ou moins partout. On trouve pas mal d'initiatives qui essaient de recueillir ou bien collecter les bouteilles plastiques des vins, puisque ces bouteilles contribuent à boucher pratiquement tous les drains de la ville et réussissent à créer des inondations. Il y a des entreprises qui de plus en plus, ou bien des initiatives privées qui de plus en plus récupèrent ces bouteilles et les recyclent. Mais je ne savais pas qu'elles ne pouvaient pas être réutilisées après, donc 3 fois après pour l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Où est-ce qu'elles vont? Et c'est là où je pose la question de l'éco-architecture. Certes, toi tu as fait cette expérience, tu as eu cette expérience là où tu as utilisé ces bouteilles qui n'avaient pas de destination, à moins de polluer l'environnement. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu portes en toi, donc de produire des architectures qui tiennent compte de notre environnement, de nos réalités ou de nos traditions qui étaient respectueuses de l'environnement? En réalité, tu ne peux pas te lancer dans un mur comme ça si tu n'as pas réfléchi des choses globalement. On a fait des murs en terre, mais une des choses qu'on a manqué au Sénégal, c'est qu'on récupère le plastique. Il y a une ville qui s'appelle Thiès, qui est à 70 km de Dakar, où les associations de femmes récupèrent le plastique, les plastiques qu'on met pour les sachets dans le supermarché. Elles les lavent et puis elles les transforment en sacs qu'elles revendent. On est allé les vendre et je crois que c'était la tonne qu'on a achetée à 2 millions, quelque chose comme ça. Et ce qu'on fait, c'est que ce plastique, on le met dans des moules. On le fait fondre, on chauffe les moules, on le fait fondre. Et quand le plastique est fondu dans le moule, on fait tourner le moule. C'est une technique qui s'appelle le retournage. Et la force centrifuge fait que le plastique liquide va aller s'accrocher sur les pattes du moule. Après, il y a un système pour refroidir rapidement pour que ça se solidifie et pour décoffrer. On a produit avec ça des carcasses pour des fauteuils de plage. Et donc l'idée, c'est pas de faire juste un élément, c'est on réfléchit, tu as parlé d'éco-architecture, on réfléchit vraiment en termes d'éco-architecture. Quand c'est ce qui m'a le plus poussé sur la construction en terre. On fait un concours d'architecture et puis c'était très prestigieux. C'était pour la direction de l'environnement dans une ville qui s'appelle Fatick, qui est à 160 km de Dakar. Et ils nous mettent dans le règlement du concours qu'on n'a pas le droit de faire venir les matériaux de plus de 60 km. Empreinte carbone. Pardon? Empreinte carbone. Et donc on réfléchit, on se dit, est-ce qu'ils ont du ciment autour de la ville? Donc 60 km de la ville, on arrive à 80 km de Dakar. C'est pas bon parce qu'il y a des usines de ciment dans la région de Dakar, pas en dehors de la région de Dakar. Donc on ne peut pas utiliser le ciment. Est-ce qu'on peut utiliser de la terre? On fait le tour, mais vraiment, on a passé 2 jours à visiter les endroits. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas de terre à la construction, parce que ce n'est pas toutes les terres qui peuvent être utilisées. Quand on a cherché même des ressources, je ne sais pas si vous connaissez le tiffa ici. C'est une plante invasive des roseaux qu'on pousse dans les zones marécageuses. Et on s'est dit, s'il y a des tifas, on peut faire des boîtes de tiffa et faire quelque chose avec. Il n'y avait pas de tiffa. Et on s'est rendu compte que dans cette zone, il n'y avait que du sable. Mais quand je dis le sable, c'est le sable le plus virulent, on voit partout. Et on s'est dit, bon, on va utiliser le sable. Mais on ne sait pas utiliser le sable en architecture.
Donc on a fait un truc très simple. On a pensé à acheter des sacs de riz. Tu vois les sacs de riz. Tu les remplis de sable. Tu fais une grosse masse comme ça. Et tu la poses par l'inertie. Elle tient toute seule. Et on a empilé. Alors l'idée c'est que quand vous mettez un lit de sac de sable, vous mettez un fil de fer barbelé pour que le lit de sac de sable qui vient après puisse s'accrocher. Et ainsi de suite. Et on montait l'ensemble jusqu'à 2 étages. On a gagné le concours juste à cause de cette idée. Mais en fait, cette idée-là, tout comme l'idée des bouteilles, ça vient d'une réflexion globale. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes étudiants, vous ne pouvez pas être architecte en faisant les choses de manière ponctuelle. L'architecture, c'est une réflexion sur la manière de structurer les espaces dans lesquels les gens vont venir. Donc il faut réfléchir sur la structure, il faut réfléchir sur le confort, il faut réfléchir sur l'éclairage, il faut réfléchir sur la acoustique, il faut réfléchir sur les matériaux. Et donc c'est dans cette démarche seulement qu'on peut proposer des choses. Sinon, on va proposer des choses qui sont très ponctuelles et qui n'auront pas de logique constructive plus tard. Aujourd'hui, le système dont j'ai parlé, à l'Université de Dakar, la fac des sciences a voulu mettre un espace pour ses étudiants, pour se reposer. Quand ils ont vu le prix, ils sont allés, ils ont pris des sacs de sable, ils les ont remplis et puis ils ont formé des espaces. Et donc aujourd'hui, devant la fac des sciences de l'Université de Dakar, c'est le même système que nous. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire qui fasse bouger les choses? Si je dois avoir une action et que cette action ne fait pas bouger les choses, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, si, ça peut avoir un intérêt, mais c'est un intérêt ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui va rester permanent. Ce qu'il faut savoir certainement que vient de se tenir, on se tient encore, la 18e biennale de la Culture à Venise, avec les élus locaux comme commissaire, qui s'appelle Laboratoire du futur. C'était le thème de cette biennale. Il se trouve que j'ai eu le bonheur, grâce à notre ami sociologue Abdul Malik Simon, de participer à cette biennale dans un texte, un approche collectif, sur un projet auquel il s'appelle Following the Fish. Et Following the Fish, c'est comment est-ce que la pensée des architectes rencontre la pensée d'un groupe de vendeurs sénégalais, ou africains en général, et comment ils ont réussi à se débrouiller pour cesser d'être des gens que la police chasse n'importe comment. Donc, à vous tous, je vous conseille, je suggérerais d'aller voir Following the Fish sur le village d'architecture de Venise. Et quand on va en l'eau, je suis à les États-Unis, là j'arrive des States. Quand je sors de l'aéroport à Bali, dans le chauffeur, dans un gros sud noir, on roule. Et puis, tu as tout ce paysage-là de ces maisons en bois. Première question que je demande à ce pôle-là, est-ce que ces gens sont assurés contre le feu? Oui, ils sont tous assurés contre le feu. Et puis, je conserve dans ma tête et je me dis, ok, nous sommes dans un espace de prospérité. L'espace de prospérité permet à des gens qui habitent les uns à côté des autres de vivre sans forcément être un enclos, ce qui permet une communication, ce qui permet une sorte de continuité aussi de l'espace tel qu'il existe en tant que tel. Et je ne parle pas de tout autour. Comment est-ce que c'est tout vert, plus vert que n'importe quelle ville d'Afrique, ville moyenne d'Afrique aujourd'hui. Ce que je dis là, je suis est-ce que l'architecture peut se concevoir sans une politique économique qui veille à ce que l'on entende de pouvoir d'achat à un niveau de revenu, que les populations soient dans un statut qui fasse que je n'en dis pas mon voisin et que je n'ai pas envie d'aller couler chez mon voisin, par exemple. C'est toi-même qui as utilisé ce mot à Dakar ou ici, l'architecture défensive. Je crois que c'est ça que j'ai entendu ça, tu vois. L'architecture défensive dans laquelle la bourgeoisie africaine vit aujourd'hui, ou en tout cas les lentilles africaines. Est-ce qu'on peut sortir d'une architecture défensive tant que les économies sont aussi mal foutues, mal barrées, et où le fait que moi j'ai une petite maison qui est peut-être pas forcément très grande, mais parce qu'elle existe, le gars qui est au quartier et qui lui n'est pas dans une maison, dans une école, il va vouloir atterrir chez moi la nuit parce que je n'ai pas mis d'enclos, je n'ai pas mis de gardien, je n'ai pas mis de sirène. Mais regarde
la manière dont le travail des architectes est structuré. Quand nous intervenons, on considère qu'on est profession libérale et qu'on va être payé par des honoraires qui sont au pourcentage du coût de la maison, etc. Si tu as 1 milliard pour faire ta maison, j'ai aucun problème pour te faire payer les honoraires. Mais aujourd'hui au Sénégal, on a des gens comme 5 millions de Français pour faire leur maison. 5 millions, c'est vraiment par rapport aux honoraires que touchent les architectes, c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces gens? Parce que dans la réalité, les gens qui peuvent dépenser 1 milliard dans une maison, ils sont peut-être 0,2% de la population. Tu as 90% des gens qui essaient d'avoir une maison HLM. Je ne sais pas si ici les HLM existent, mais nous on a une société nationale de l'habitation à loyer modéré. Elle existe, mais donc on dit, ça respecte. on va faire exprès de construire à bas coût pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Le résultat, c'est que si tu regardes les HLM à Dakar, depuis l'indépendance, je ne pense pas qu'ils aient fait 10 000 logements. 10 000 logements. Depuis l'indépendance. On est indépendant depuis 60 ans maintenant. Donc ça veut dire qu'on a fait peut-être 20 logements en moyenne. Et je crois que depuis les 4 ou 5 dernières années, les HLM n'ont pas produit de logements, sauf des logements extrêmement chers, qui sont au centre-ville de Dakar. Des logements où tu payes 1,2 million, 1,3 million par mois pour la location. Donc ça veut dire que notre manière de fonctionner déjà exclut les pauvres. Et en réalité, c'est l'ensemble du système économique qui est fait de telle manière que les pauvres, on en parle dans les colloques et dans les cérémonies, mais on ne fait pas vraiment grand-chose pour régler le problème de la pauvreté. La chose qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il y a un projet de la Banque mondiale qu'on retrouve dans tous nos pays, qui est la stratégie de réduction de la pauvreté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, réduction de la pauvreté, on ne parle pas de l'éliminer. On doit juste réduire la pauvreté, que les gens soient un peu moins pauvres, comme ça ils vont accepter peut-être telle ou telle réforme. Mais nos pays, au Sénégal, on a une direction de la stratégie de réduction de la pauvreté. Chaque fois que je rencontre le directeur, je dis, mais mon gars, qu'est-ce que tu fais pour l'administration? Moi, normalement, l'État du Sénégal doit se battre pour éliminer la pauvreté. Mais toi, tu es payé juste pour la réduire. Je ne peux pas. Enfin, ça me paraît un peu compliqué. Et quand tu regardes la production architecturale dans tous nos pays, dans les pays européens et tout ça, en fait, les gens qui sont pauvres, maintenant mon gouvernement assume ça, hein, ils disent, un moment on disait une maison pour tous. Je ne sais pas si vous avez vu ça ici, un toit pour tous. Et le ministre de l'urbanisme faisait une grande déclaration à la télévision que maintenant on se bat pour une maison pour tous. Là ils disent la maison la moins chère possible. Ça veut dire que tous là, il y a des gens qui sont dans les bidonvilles, on les met de côté. La seule stratégie du Sénégal, en tout cas, et de certains pays africains que je connais par rapport aux bidonvilles, c'est d'éradiquer les bidonvilles. On a tous signé des conventions disant que we are against forced evictions. Mais dans tous nos pays, la chose qu'on voit, c'est que chaque fois qu'une catégorie sociale a besoin d'espace, et qu'elle est mieux nantie que les gens qui vivent dans les bidonvilles disparaissent. Très souvent, c'est par un décret du préfet ou du ministre ou truc. À Dakar, nous sommes encore, dans les Sénégalais, on est très forts. On a eu des bidonvilles au centre de Dakar, juste à côté du point E, qui ont eu l'extrême amabilité de brûler quand on a eu besoin d'intervenir. C'est vraiment par hasard, vraiment c'est un hasard absolu. Les bonbons de gaz ont explosé et un quartier entier qui brûle. Tout le reste est dans la banlieue. Et quand on installe les gens dans la banlieue,
Ils n'ont pas de réseau de canalisation. Ils n'ont pas, très souvent, ils n'ont pas de... Les lots existent, hein. Tout le monde y va, les gens y vont le matin, mais quand tu veux faire des ablutions pour faire une prière ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'eau qui soit disponible. En plus, le plus extraordinaire, ils ont une bouclette qu'ils utilisent pour la publicité. Et ce bouclette, c'est, je vais dire le nom, Galliano Villevert. Et ils ont un projet de parc de blagues à l'intérieur qui est absolument, quand tu vois le plan, avec les plans d'eau ici, les petits ponts par là-bas, c'est comme Genève. Et le problème, c'est que au Sénégal, on est très fort pour faire des plans. Le seul problème, c'est la maquette, on est très fort. Le seul problème, c'est de repérer l'endroit où on va faire le projet. On fasse des plans de quelque chose. Mais une fois qu'on a fait les plans, on peut les oublier dans notre devoir pendant 5 ans. Et quand les investisseurs arrivent, on ne montre jamais la ville telle qu'elle a été construite, on leur montre les plans. Les constructions à l'intérieur, waouh! Qui est quel film? Il y a un film qui parle de Wakanda. Black Panther. Vous avez vu les maisons qu'il y a dedans? Là, à Dakar, on a fait des maisons qui sont encore plus compliquées que ça. Mais ça reste dans le book de publicité de l'époque. Et aujourd'hui, mon problème, c'est que j'ai l'impression que nos États fonctionnent de telle manière qu'on a décidé démocratiquement qu'une partie de la population n'est pas utile. Jusqu'en 1970, la Banque mondiale avait cette réflexion sur la reproduction de la force de travail. Une réflexion proprement venue d'ici, de ce continent, sur la notion de générique d'établissement humain en tant que tel. Tu vois, véritablement, parce que en ce qui nous attend, on en a parlé de Dakar, en se disant que le changement climatique est une contrainte avec laquelle il va falloir faire whatever the case. C'est-à-dire que même une dimension comme les courants aériens qu'on construit, il va falloir en tenir compte. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de jeter les bases d'une rencontre à un moment où la notion d'établissement humain est vraiment pensée à partir de ce continent, en oubliant l'unité des Nations Unies, leur organisme qui s'occupe de ça, parce que j'ai vu depuis le temps que cette organisation des Nations Unies fait ces choses sur la DIPA, comment ça n'est arrivé à peu près nulle part, de toutes les manières. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui et maintenant de déclencher une telle assise? Osons le dire, je serais presque pour qu'on ne travaille pas sur le changement climatique. C'est vrai que ça affecte certaines zones avec des populations qui sont déplacées. Aujourd'hui, à Saint-Louis, au nord du Sénégal, il y a des gens qui sont déplacés. Mais le jour où la mer monte, tous les gens qui nous empêchent de voir la corniche à Dakar parce qu'ils ont privatisé une zone qui ne doit pas être privatisée, ils ont construit sur la corniche de Dakar, ils sont à l'intérieur de l'eau. Moi, ça me dérange vraiment absolument pas. Parce que les gars, ils se sont fait attribuer des terrains qui sont des terrains du domaine public maritime, et en plus, le truc qui est très drôle, c'est qu'ils poussent le président de la République à déclassifier les terrains. Et dès qu'ils sont déclassifiés, on considère qu'on peut le vendre. Et aujourd'hui, à Dakar, ce que les gens font, c'est qu'ils construisent pas des villas, mais des immeubles de 5-6 étages au bord de la mer. Donc, du coup, avant, quand tu venais de l'aéroport de Yoff, que tu es arrivé au centre-ville, tu voyais la mer sur la droite tout le temps. Maintenant, sur les 20 km, on voit 3 fois la mer. Dans une ville qui est construite sur une presqu'île. Aujourd'hui, il y a une semaine, mes enfants ont dit on va à la plage. Et on a passé une demi-journée à réfléchir sur quelle plage on va aller. À Dakar, aujourd'hui, vous voulez aller à la plage, vous n'avez plus d'espace. Les seuls espaces qui restent, c'est l'île de Gorée. Il faut prendre la chaloupe pour y aller. L'île de Gorée, il faut prendre la pirogue pour traverser. Mais les plages traditionnelles de Dakar ont tout disparu. Tout. Et le pire, c'est qu'il reste un espace qui attire les convoitises foncières. C'est l'ancien cimetière du Sénégal, le cimetière de Soukoukou, qui est un espace immense, qui est juste en face de la mer.
Je crois que normalement ce cimetière arrive à... Tu sais, quand on ferme un cimetière, on donne 50 ans avant de le déplacer. Mais apparemment, c'est dans les 4 ou 5 prochaines années que le cimetière va être déplacé. Et je sais qu'il y a déjà des ambitions qui s'expriment sur ça. Aujourd'hui, quand tu vois le centre-ville de Dakar, tu sais, à un moment donné, tu as la montée, on appelle ça la Dior. Il y a une montée et on arrive au niveau des tribunes. Toute cette zone de la Corniche jusqu'au marché Sandaga, enfin l'ex-marché Sandaga, on avait détruit aussi. Toute cette zone fait l'objet de plans qui sont faits par un bureau d'études français qui est venu s'installer à Dakar. Et quand ils sont venus s'installer à Dakar, on leur a donné des bureaux à l'intérieur de la présidence de la République. Donc le gars, il est passeport diplomatique, tout ce qu'il veut. Ces gens sont à l'intérieur de la présidence et ils ont, sans concertation avec qui que ce soit, décidé de raser tout ça et de construire. C'est des immeubles qui font R+12, R+15, R+17. Or, aujourd'hui, à Dakar, on a des rues qui font des grandes rues, il y a des grandes avenues qui font 20 mètres de large, mais la plupart des rues, elles font 12 mètres de large. Tu construis 12 étages ici, tu mets 12 étages en face. Ça veut dire que moi, dans mon salon, je vois le salon de l'autre, qui est juste en face de moi. Et surtout, rappelez-vous un peu ceux qui connaissent la morphologie de Dakar. La corniche, c'est un trait qui fait tout le tour. J'habite ici. Je suis dans un immeuble de 12 étages, par exemple, avec peut-être 50 appartements qui sont occupés. Au moment où on va tous sortir pour aller travailler, on passe par où? Ça paraît bête, mais les gens ne se posent pas la question. Quand ils vont sortir de leur appartement, ils vont emprunter quelle rue? Je sais. Ici, je vois que c'est vrai que ici, les 26 villes, ils sont quand même tenus dans la circulation. Mais si vous n'avez pas vu les embouteillages de Dakar, vous ne connaissez pas les embouteillages. Ah non. Pour venir à l'aéroport, mon avion était à 16h30. Mes enfants m'ont dit, papa, on quitte la maison à 11h30 plus tard. Et le problème, c'est que c'est pas pour aller à l'aéroport qui est à 50 km. Bon, c'est une autoroute, il n'y a pas de problème. Il faut sortir simplement de Dakar. On met pratiquement 1 heure de temps, 1 heure et demie pour sortir du centre de Dakar et arriver sur l'autoroute. Merci beaucoup, Jean-Charles.